Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Le député Renaissance de Seine-Maritime, Damien Adam, a déposé le 2 mai dernier une proposition de loi visant à généraliser la clause de portabilité dans les contrats de prêt immobilier. Une clause qui permettrait ainsi à l'emprunteur de maintenir les conditions du prêt initialement accordé en cas de vente du bien pour l'achat d'un autre bien. Dans les couloirs du secteur de l'immobilier, la mise en place de la portabilité, mais aussi de la transférabilité des prêts, est discutée par certains, espérée, voire prônée par d'autres. J'ai donc demandé à Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux, ainsi qu'à Arnaud Vialanex, consultant senior immobilier et PropTech, de venir donner au micro leur analyse de la question. Je leur demanderai donc de me dire si l'idée est porteuse d'espoir ou bien de légèreté coupable. Maëlle Bernier, bonjour. Bonjour. Arnaud Vialanex, bonjour. Bonjour. Portabilité et transférabilité des prêts, on va commencer par rappeler ce que recouvrent ces deux notions, car elles sont pour chacune d'entre elles porteuses de petites nuances. Alors, Maëlle Bernier, la portabilité d'un prêt, qu'est-ce que c'est et quelle est la différence, s'il en existe une, avec la transférabilité du prêt ? Alors, globalement, c'est à peu près la même chose. C'est de considérer qu'on a un crédit en cours et qu'on va bénéficier du taux qu'on a sur ce crédit en cours pour acheter un autre logement. Alors, les clauses de transférabilité, ça a existé. On avait vu ça dans certains contrats très rares, en 2018 et 2019 notamment. Alors, ce n'était pas un blanc-seing, c'est-à-dire que c'était quand même écrit noir sur blanc que la clause de transférabilité était soumise à l'acceptation de la banque au moment où on la demandait. Donc déjà, il y avait une condition, ce n'était pas gravé dans le marbre. Il y avait un petit iota déjà. Voilà, déjà. Elles ont totalement disparu avec la baisse des taux parce que finalement, les banques se sont dit, mon Dieu, on arrive avec des taux à 1%, en dessous. Ces clauses-là sont dangereuses parce qu'une banque, elle se rémunère et qu'on ne peut pas rester avec des crédits à 1% sur 20-25 ans, en tout cas, ad vitam aeternam. Et donc voilà, en gros, l'idée, c'est de se dire, j'ai un prêt immobilier, j'ai un crédit plutôt avantageux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est autour de 3,5, 3,50, 3,80. J'ai déjà remboursé un peu, je vais acheter un autre bien, je vais transférer sur le reste du crédit pour le nouveau bien une partie de ce taux à 1%. Si ça a existé déjà et que ça n'a pas perduré, quel est le sens de le remettre sur la table ? Je pense qu'il y a une volonté d'essayer de trouver des solutions en se disant que ça va forcément venir des financeurs et que les banques peuvent peut-être faire un effort. Et donc, je pense que c'est en tout cas l'idée de cette proposition que personnellement, je trouve totalement irréaliste. Mais en tout cas, c'est ça, c'est de se dire, voilà. Alors en plus, il ne faut quand même pas oublier que c'est super pour ceux qui ont un crédit en cours, mais pour tous ceux qui n'ont rien du tout, à savoir les primo-accédants, il se passe quoi pour eux ? Oui. Et justement, ma question, c'était celle-là pour les primo-accédants, alors ? Les primo-accédants, le problème, c'est que, vous savez, les banques, quand elles s'empruntent à court terme. Elles partent du principe qu'un prêt va être remboursé en général au bout de 7-8 ans. Donc, les gens ne vont pas garder leur crédit pendant 20-25 ans. Et c'est un peu le pari qu'elles font. Or, si on considère que le prêt, que le taux est transféré, va bien falloir que le risque soit porté par quelqu'un d'autre, en tout cas pas que par les banques. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'orienterait, sans nul doute, vers des taux d'intérêt pour les primo-accédants, pour ceux qui n'ont pas de crédit, plus élevés qu'aujourd'hui, puisqu'en fait, les banques compenseraient le risque des anciens crédits sur les nouveaux crédits. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Je pense que c'est pas ce qu'on veut. On veut que les primo-accédants puissent accéder à la propriété, en tout cas bénéficier à minima des conditions les mêmes que les autres. En tout cas, les banquiers ont fait savoir qu'ils n'étaient absolument pas séduits par cette proposition. Évidemment, parce qu'encore une fois, une banque, c'est là pour gagner de l'argent. Le crédit immobilier, il faut quand même le rappeler, c'est pas extrêmement rémunérateur pour les banques. Aujourd'hui, pourquoi une banque prête à 3,80 ? Parce qu'elle emprunte à 3, si on schématise. Et elle n'emprunte plus à 0,30 ou même à taux négatif, comme c'était le cas il y a 4 ans. Donc, les taux d'intérêt ont augmenté en proportion. Donc, il y a une logique. Une banque ne décide pas d'augmenter ses taux comme ça parce qu'elle veut gagner plus d'argent. C'est parce qu'elle-même emprunte à des taux plus élevés. Et en tout cas, c'est bien moins rémunérateur que, par exemple, d'être dans la restauration, de vendre des pizzas. On sait que Alors après, les banques, elles se rémunèrent sur d'autres choses derrière quand elles vous équipent. Et c'est pour ça qu'elles font du crédit immobilier. C'est parce que derrière, il y a l'équipement de la famille, du couple, des éventuels enfants, des comptes d'assurance vie et autres qui peuvent être ouverts. Donc, c'est comme ça qu'elles se rémunèrent. Le crédit immobilier est un produit de captation de clientèle. Damien Adam, qui est député Renaissance de Seine-Maritime, a déposé une proposition de loi qui sera donc examinée en septembre. Il souhaite généraliser
je dirais, envers et contre tout et malgré tout la clause de portabilité des prêts. Arnaud Vialanex, quelle analyse faut-il faire de cette initiative qui est très politique peut-être ? Oui, je pense qu'elle est essentiellement politique. C'est peut-être occuper le terrain, prendre la parole après un autre député qui, lui, a pris la parole sur l'évolution des conditions d'octroi du crédit, donc Lionel Causse, pour ne pas le citer. Donc, je pense que Maëlle l'a dit, c'est une fausse bonne idée. Sur le papier, enfin, elle est bonne pour celui qui peut en bénéficier potentiellement. Mais comme dit un économiste américain, un vieil économiste, il doit être mort d'ailleurs, Milton Friedman, there is no free lunch. On ne rase pas gratis finalement, donc il y a bien quelqu'un qui doit payer. Les banques ne vont pas le faire, comme on vient de l'expliquer. Donc cette proposition de portabilité qui est poussée contre vents et marées par certains acteurs du marché, moi je ne la comprends pas. Et en plus, elle est terriblement... déjà, elle n'est pas fair-play par rapport aux banques, mais elle est surtout, si on veut développer du crédit immobilier sur des primo-accédants, elle est absolument injuste. Donc on ne va pas, c'est peu ou prou, je parle sous contrôle de Maëlle, 50% des dossiers de crédit en France sont encore des primo-accédants. Ces gens-là, on ne va jamais les capter avec cette offre. Or, le logement, il concerne tous et pas uniquement les classes moyennes ou élevées, quoi. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le contexte. On sait que cette question de la portabilité, de la transférabilité des prêts sont des idées très chères, par exemple, au président de la FNAIM. Idée qu'il a portée depuis le début de sa campagne contre l'avis des banquiers, donc un avis technique. La FNAIM, je le rappelle, a proposé au moment où on assistait à une montée des taux, donc qu'il soit imposé aux banques que les prêts comportent à l'avenir et systématiquement une clause prévoyant la possibilité pour l'emprunteur de solliciter la transférabilité ou la portabilité d'un prêt. Je continue, dans la limite de 10 ans et sans modification du taux d'intérêt. On voit ici que les demandes sont en fait très nombreuses. Une obligation qu'on impose aux banques pour l'avenir systématiquement avec une limite de 10 ans et sans modification du taux d'intérêt, ça fait vraiment beaucoup tout ça. Moi je pense que ça fait beaucoup, ça fait très compliqué et si on veut développer les ventes sur l'immobilier, il faut avoir, et que ce soit pour le neuf, pour l'ancien, il faut avoir un discours extrêmement simple, des offres simples, il faut rassurer le marché, rassurer les banquiers parce que qui sont les banquiers et courtiers qui portent, qui sont les acteurs du financement, on ne peut pas les oublier. Il faut rassurer des clients et rassurer des professionnels. Or, le discours qu'on a sur le financement depuis quelques années, il est compliqué. Moi, je vais citer que quelques dates. C'est souvent en janvier. Janvier 2018, moi j'ai commencé dans une grande maison, façon de dire, de la maison individuelle. Hop, le jour où j'arrive, le 2 janvier 2018, on arrête les appels à accession. Et on rabote, on a quasiment tué le prêt à taux zéro. L'année d'après, il y a eu la fin du crédit foncier, qui était le financeur des maisons individuelles. L'année d'après, il y a les directives HCSF, parce qu'on en parle beaucoup maintenant, mais elles ont été lancées quand même en janvier 2020. Oui. Elles ont touché d'abord la primo-accession sociale, qui a disparu complètement là, du périmètre, rayé de la carte. Voilà, donc il y a eu des chocs de financement, que des chocs qui finalement vont stresser le marché, dans le sens le plus fort du mot, et le marché et tous ces acteurs. Donc pour moi, déjà, le premier sujet, ce serait de rassurer le marché, donner des directives ou des consignes simples et qui soient fair-play pour tous les acteurs, que ce soit les bénéficiaires ou ceux qui financent. C'est pas le cas. Oui, parce que vous avez raison de souligner que le HCSF, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé, mais le début de ces règles, c'est l'annonce. Au départ, c'était des consignes. Enfin, c'était pas direct, c'était des encouragements. Je ne sais plus comment ils avaient appelé ça, mais enfin, en tout cas, c'était des recommandations. Des recommandations, voilà, je cherchais. Donc ça, c'était décembre 2019. À l'époque, on s'est tous dit, mais mon Dieu, le système bancaire est solide, les banques n'ont jamais fait n'importe quoi, parce que les banques françaises ne font pas n'importe quoi. On a quand même traversé des crises, on en traverse encore. Or, on voit que le taux de défaut sur le crédit immobilier est extrêmement faible. C'est même le plus faible de partout en Europe, parce qu'on est les seuls à prêter à taux fixe. On est les seuls à avoir deux systèmes de garantie, une garantie sur le bien et une garantie sur la personne, à savoir avec l'assurance emprunteur. Et des banques, moi, alors, je me rappelle, parce que ça fait un petit bout de temps que je suis dans le marché, on me disait, de toute façon, les banques, elles prêtent corrige. Alors, effectivement, c'est pas qu'elles prêtent et corrigent, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai regard sur le contrat de travail. Cette sécurité a conduit à ce qu'on n'ait pas de défaut. Oui. On a donc imposé ces règles aux banques complètement iniques, parce qu'on considère, rappelons-le, c'est 35% des revenus nets maximum pour tout le monde, quelle que soit la situation familiale,
quelle que soit l'évolution à venir des salaires. Parce qu'il est bien évident qu'un petit couple qui a 30 ans, qui va gagner 4 000 € et qui est cadre dans une entreprise privée, ne va pas avoir les revenus dans 5 ans qu'un même couple qui a 55 ans, qui a en plus peut-être des charges supérieures parce qu'il y a un enfant qui part faire ses études à l'étranger, 2 autres qui sont en collège privé. Enfin, vous voyez, les charges ne sont pas les mêmes. Et ben, ce dossier à 4 000 € va être étudié pareil. Un manque d'intelligence pratique. En fait, c'est juste du bon sens. Mais les banques avaient du bon sens. On regardait ce qu'on appelle le reste à vivre. Et on regardait donc les charges, l'évolution éventuelle des revenus. Enfin, c'était du bon sens. Encore une fois, les banques françaises n'ont jamais fait n'importe quoi. Et on ne sait pas pourquoi on les a mis sous tutelle depuis début 2020 et principalement depuis 2022. Et comme ça s'est accompagné d'une hausse des taux fulgurante, on a eu un entonnoir réel avec un coup près. Ça a coupé. Oui. Est-ce que sur le plan politique, je dirais presque de la pratique parlementaire en fait, est-ce que cet exemple de proposition de loi ne met pas en exergue une sorte de populisme ou de légèreté coupable? Proposer des textes comme ça qui vont contre les principes du droit bancaire, contre le droit des obligations, ça pose question aussi. Pour moi, c'est effectivement, il y a de la politique, parce que en plus, c'est très facile de montrer du doigt les banques en disant qu'elles sont responsables de tout. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple qu'autre chose. Effectivement, il y a un droit bancaire. Il y a surtout une rémunération bancaire. On n'est pas dans une banque publique. Enfin, je veux dire, c'est des organismes, c'est des boîtes privées. Honnêtement, on est passé à côté, je pense qu'on y reviendra, d'une bonne loi, qui était la loi de mise en avant par Lionel Causse, qui était équilibrée, qui demandait juste à ce que dans ce fameux HCSF, on ait des représentants du peuple élu. Donc, c'est quand même pas une aberration complète. A priori, si, parce ils ont tellement coupé le truc qu'il ne restait plus rien. C'était juste ça, c'est de dire des députés qui sont sur le terrain, qui rencontrent des Français dans leur circonscription, qui leur expliquent qu'ils ne peuvent pas acheter, pas parce qu'ils ne peuvent pas emprunter, parce que quelquefois, ils payent plus cher de loyer que de crédit. On a quand même beaucoup de cas comme ça, où nous, on a des témoignages, où on a des Français qui nous disent « Mais quand même, j'ai 1 200 € de loyer et on me refuse 950 € de crédit. » Aberrant. Oui. Mais c'est des règles du HCSF. Donc... Et Arnaud Vialanex, est-ce qu'on oublie un peu trop souvent peut-être aussi que la banque, finalement, c'est une entreprise comme une autre ou presque? Je pense qu'il faut faire confiance aux banques. Ce sont des entreprises privées, comme l'a dit Maëlle. Ce ne sont pas des établissements publics, donc ils gèrent leur argent, j'imagine, intelligemment. Ils savent gérer a priori le risque, comme des assureurs. Donc on peut leur faire confiance. Le système, il est encadré. Maëlle l'a dit, c'est un des rares pays aussi à avoir des taux fixes et tout. Et les défauts de paiement ou des explosions ou une évolution négative, en tout cas des défauts de paiement ou insolvabilité, etc., on ne l'a pas constaté. Et on prend, là, il suffit de prendre les données de la Banque de France, pas un comité Théodule. Donc là, il faut responsabiliser les banques, mettre autour de la table des acteurs de l'écosystème du logement. Donc il n'y a pas que des banquiers ou que des politiques. Il y a aussi d'autres. Et puis, faire confiance aux banques. Elles doivent faire leur job et proposer. Et si on revient sur HCSF, effectivement, l'idée, ce serait quand même de desserrer un peu les taux de ces directives, parce qu'on est passé de consignes amicales au départ. Ça, c'était le début. Et puis, à maintenant quelque chose de beaucoup plus strict. Et comme l'a dit Maëlle, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux avoir des locataires avec des niveaux de loyer extrêmement élevés ou et potentiellement des routes à cause de cela, ou de futurs propriétaires avec un niveau d'engagement plus faible. En oubliant le sujet de la retraite au passage. Alors oui, parce que acheter son bien, c'est quand même la meilleure protection pour la retraite. Moi, j'ai tendance à dire, passer 40 ans, il faut y songer sérieusement, parce que si on fait plus 25, on y arrive. Et puis alors en plus, on a en fait organisé tout le blocage du marché du logement, parce que ça ne tourne plus. Pour que ça tourne, il y a des locataires qui deviennent propriétaires, il y a des propriétaires qui vendent parce qu'ils déménagent, mais il faut que ça tourne. Et aujourd'hui, on a des locataires totalement contraints, surtout dans les grandes villes, mais pas que. Et donc, on se dit, on n'a plus d'offres locatives. On ne trouve plus rien à louer quand on arrive nouveau sur le marché. C'est normal, parce qu'il n'y a plus rien qui tourne. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais je pense que les solutions proposées, en tout cas de la dernière, là, pour moi, n'est pas du tout... ni réaliste, ni faisable. Alors moi, je vais revenir à l'avant-dernière. C'était la proposition de loi de réforme de quelques règles de fonctionnement du HCSF. Elle a connu un sort extrêmement malheureux.
Au fond, le député Lionel Cosse ne proposait pas du tout une révolution, simplement quelques ajustements qui auraient d'ailleurs permis aux banques de moduler avec plus d'intelligence pratique les accords de prêt immobilier. Si on considère le sort réservé à cette proposition de loi Lionel Cosse, qui fait partie pourtant de la majorité, logiquement, la proposition de loi sur la portabilité des prêts, qui contient une réforme décriée par un grand nombre de professionnels, elle devrait subir un sort identique, non ? Alors, soit dans le meilleur des cas, entre guillemets, Oui. elle va passer, elle va être acceptée, mais elle ne sera pas applicable. Je veux dire, les acteurs qui font le financement ne vont pas suivre. Donc c'est une fausse bonne idée, ça va être tué dans l'œuf. Oui, parce qu'il y a aussi une grande part de contractuel, en fait, dans ça. Bah oui, c'est des Oui. contrats, les contrats de banque. Oui. Donc s'ils ne mettent pas les clauses, après si on les oblige à mettre ces clauses, parce que c'est oui, mais alors après, le sens de la fois, loi. ce qui va se passer, c'est que, si, admettons, moi j'y crois pas, mais admettons que ça passe, bah, les banques vont dire « Ah, ok, donc en fait, tout le stock qu'on a de crédit à 1%, on va se les garder pendant 20 ans. Écoutez, là, on avait des taux à 3,5, bah, pour payer le risque, on va passer à 4,5. Et donc, nos primo-accédants qui ne sont toujours pas rentrés dans le marché vont se prendre un point de taux en plus pour compenser. » Et en fait, c'est pour ça que cette proposition, c'est pour ça que depuis le début, alors je vais vous dire, je me suis fait invectiver sur les réseaux sociaux. Vous savez comme ils sont calmes, les gens sur les réseaux sociaux, en me disant mais c'est n'importe quoi, les banques peuvent. Bah non, en fait, c'est un risque, c'est un équilibre. Il y a des salariés derrière, il y a autre. Voilà. Donc. Oui, Arnaud. Oui, en fait, moi, ce sujet de la portabilité me fait penser aux fausses bonnes idées comme l'encadrement des loyers. Oui. On veut protéger les locataires en encadrant les loyers. Alors, ça, c'est la très dogmatique Madame Duflot là, qui avait lancé ça. Le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça paralyse tout le marché. Donc, l'effet recherché, finalement, n'est pas atteint. Et c'est le contraire qui se passe. Et on pénalise encore plus la population qu'on voulait protéger. Là, c'est la même chose. Donc, les primo-accédants, si on estime qu'ils ne sont pas importants, de dire potentiellement 1 sur 2 en France, enfin 1 sur 2, on fait tout pour les rayer de la carte. On l'a déjà rayé de la carte. Moi, je suis sensible, c'est dans une maison individuelle qui a disparu, qui était Maison Phoenix, entre autres. Elle a disparu aussi à cause de ça. Elle était affaiblie parce que la primo-accession sociale, qui était le marché numéro 1 de la maison individuelle, et Phoenix en particulier, il a disparu parce qu'on ne pouvait plus emprunter. 20% d'apport, l'épargne de précaution, le taux d'endettement. Enfin, on est en train de tuer donc cette primo-accession. Et il y a pire encore. On ne veut pas admettre en France, par exemple, que l'encadrement des loyers, ça ne fonctionne pas et c'est même délétère. Donc on continue. Et on l'étend, effectivement. Mais il y a plein de choses aberrantes. Il y a quand même une chose aussi aberrante. On sait, par exemple, que beaucoup du parc dit locatif est détenu aujourd'hui par plutôt des seniors. Aujourd'hui, plus vous détenez un bien longtemps, moins vous allez payer d'impôts. Donc, vous avez des seniors qui ont des appartements dans plein d'endroits, enfin seniors ou autres, mais quand même, et qui doivent attendre 22 ans pour ne plus payer la plus-value et 30 ans pour la CSG, si c'est pas l'inverse. Mais bon, globalement, c'est ça. Mais alors, rabaissons cette durée. Vous allez voir que si on fait ça, si on dit à partir de 10, 12 ans, je ne sais pas, on réduit la durée, il n'y a plus de plus-value, il n'y a plus d'impôt sur la plus-value. En Italie, c'est 5 ans. Eh ben, je peux vous dire que vous allez en voir des biens arriver sur le marché. Oui. Vous parliez de l'encadrement des loyers, mais le propriétaire bailleur en France, mais c'est une horreur, c'est un sacerdoce. Vous êtes donc blocage des loyers, des taxes aussi. Alors taxe. Alors ça, ce mot, logement vacant, pas vacant, voilà. Tout est fait pour ne pas. Quand vous voyez ce qui se passe en Belgique, les revenus locatifs ne sont pas imposés. C'est-à-dire que les gens qui font de l'immobilier locatif, c'est des revenus en direct. Alors, on en est quand même très, très loin. Et nous, on taxe et on s'étonne après qu'on ait des propriétaires bailleurs dont finalement le bien, il est quasiment payé. Je vais attendre tranquillement la fin de la durée de cette histoire de plus-value. Et puis voilà. Oui. Combien d'appartements sont vides comme ça à Paris ? Mais la solution, on va vous répondre, il faut, c'est quoi le mot que j'adore, réquisitionner. Alors ça, tout est dit quand on entend ça. Le mot, c'est on va réquisitionner les biens vacants. Bah non, c'est la propriété privée, c'est un droit inaliénable. Donc, oui, puis là, on fait appel à de sombres heures de l'histoire. Ah, mais oui, tout à fait. Ma dernière question va peut-être sonner comme la quête d'un monde idéal. Que faire pour redonner aux ménages, notamment aux primo-accédants, la possibilité d'accéder au crédit immobilier et bien sûr en toute sécurité ? Je pense qu'encore une fois, il faut relancer ce mouvement dans le logement et encore une fois, il faut que ça tourne. Donc il faut reconstruire, il faut construire. On ne construit pas assez, on n'a rien construit depuis 3 ans. Et on vit sur le stock et on pense que tout va très bien se passer, que ça va se réguler. Il y a de plus en plus de familles, des gens qui vivent à deux, un papa, une maman, chacun dans son appart. Mais il n'y a pas de problème, il y a un stock, donc on va vivre sur le stock.
Donc honnêtement, moi je suis pour laisser le marché se réguler et puis on voir un peu comment ça évolue, qu'on revienne dans une spirale bénéfique et pas négative. Aujourd'hui, franchement, c'est tellement anxiogène qu'il faut être quand même bien accroché pour y aller. Et peut-être aussi encourager l'investissement. Oui, moi je le vois à titre perso. Oui. Je suis bailleur multirécidiviste et j'ai plus envie de le faire, effectivement, parce que les contraintes s'amoncellent, on l'a dit, l'encadrement loyer, la loi DPE qui n'est pas la même pour tout le monde, les taxes, enfin bref, quand on regarde, franchement, il est urgent de ne surtout pas investir. Ou peut-être aller dans l'assurance vie, on est peut-être un peu moins embêté, pour le coup, à tout point de vue. Je pense qu'il faut redonner confiance à tout l'écosystème. Là, ce qui caractérise cette crise, c'est qu'elle est transverse, c'est que tous les acteurs, soit des professionnels du financement, du neuf, de l'ancien, de la construction, à Paris, ailleurs, etc. Tout le monde est complètement en situation de paralysie, sans parler des clients, des locataires, etc. Il faut redonner confiance. Pour redonner confiance, il faut passer quelques messages positifs. Je reviens sur cette fixette sur les directives HCSF, mais c'est clé si on ne redonne pas accès au crédit en desserrant un peu, on ne parle pas de révolutionner les directives HCSF, desserrant un peu en toute sécurité. Et redonner un peu plus de marge de manœuvre et qui soit opérationnel pour les banques, là, parce que là ils en ont un peu mais ne peuvent pas l'opérer, c'est très compliqué. Là on fera repartir le marché. Et ce matin j'ai vu une intervention, en fait, une initiative que je trouve intéressante d'Altarea Cogedim, qui est promoteur, donc il est directement concerné, ses ventes ont fondu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, ils sont équipés, ils ont des structures de financement, etc. et tout, mais ils ont lancé une offre à destination des primo-accédants qui vise à faciliter l'accès. Le message qu'ils envoient est très positif. Ils veulent faire 1500 ventes grâce à ça sur leur portefeuille, ce qui est énorme. Donc, allons dans ce sens-là. Il faut desserrer les taux. Desserrons les taux. Et hier, en conférence de presse, Dominique Estrosi-Sassone a véritablement appelé le gouvernement à se ressaisir. Et le mot était très fort. C'est se ressaisir. Et alors, il y a se ressaisir, voire se saisir tout court. Et puis, il y a aussi le fait de stigmatiser. Enfin, on a quand même un président qui a dit dès le début que l'immobilier n'était pas... en gros, n'était pas un actif parce que c'était pas, ça bougeait pas. Que c'était, donc, on sait très bien que c'est pas sa tasse de thé. Mais la réalité, c'est que le logement reste la tasse de thé, que les systèmes de retraite vont fondre et que... tous les Français qui arriveront à la retraite et qui ne seront pas propriétaires seront dans un risque de précarité aiguë, d'autant plus si les retraites ont fondu, et elles vont fondre, et que vous avez un salaire qui est divisé par 3. Si vous devez continuer à payer un loyer, c'est dramatique. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans le bien dans lequel vous êtes, parce que peut-être que vous allez le revendre, mais ce bien vendu va vous apporter du cash qui vous permettra aussi de vivre. Donc, c'est extrêmement inquiétant, honnêtement, pour les 25 années qui viennent, et le fait que les jeunes ne rentrent pas dans la propriété, alors qu'ils ont envie. Parce que moi, je suis frappée. Chez Meilleur Taux, on a quand même 30% des demandes qui sont des moins de 30 ans. Ce n'était pas ces chiffres-là. Moi, je suis un peu plus âgée. Ma génération, on va dire celle d'après, enfin d'avant, ne rêvait pas de devenir propriétaire à 27-28 ans. Aujourd'hui, ils veulent devenir propriétaires. Donc, ça veut dire qu'eux ont conscience de ça, mais on les bloque. Nous sommes d'une génération plus insouciante, en fait. Oui, en tout cas, qui est devenue... Et puis surtout, qui a quand même connu beaucoup plus le chômage, parce qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui qui rentrent sur le marché de l'emploi en CDI. C'est vrai et aussi. Qui dit CDI dit « Ah, je pourrais emprunter ». Eh ben non. Eh bien, Maëlle Bernier, Arnaud Vialanex, merci d'être venu à ce micro, partager votre analyse du sujet. Et puis, je suis certaine qu'on se retrouvera bientôt pour un autre sujet. Merci.